Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info avec effectivement Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi et Guy Birenbaum est notre invité ce matin et président de l'UDI. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Souhaitez-vous la victoire de François Fillon au printemps prochain à l'élection présidentielle ? Oui, naturellement, mais d'abord nous sommes en train de discuter d'un programme législatif que nous puissions partager. Et cette discussion... Pas le cas. Encore là, je ne sais pas, 8h33, 2 janvier, non, c'est pas le cas à l'heure où je vous parle. 3 janvier. Il y a... 3 janvier. Désolé. Même le 3 janvier, monsieur Apathy, ce n'est pas le cas à l'heure où je vous parle, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été choisis par les électeurs de la primaire de la droite et du centre. Et puis il y a tout un tas de choses dont nous discutons. D'abord, vous avez vu qu'il y a eu une discussion sur la sécurité sociale. Elle se poursuit. Moi, je souhaite qu'il y ait effectivement une question de panier de soins, mais que cette question du panier de soins, elle soit les soins utiles et les soins inutiles. On ne peut pas mettre dans le même sac, dans le même panier. Attendez, on peut pas mettre. Non, mais je vous prends cet exemple parce que ça compte. On ne peut pas mettre dans le même sac ou dans le même panier le transport en ambulance, la cure thermale et les soins dont l'efficacité thérapeutique est avérée. Par exemple, ça fait partie de discussion. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste une question de principe. Là, cette étape, peut-être dans la discussion, un peu plus tard, on entrera dans les détails. Mais ça veut dire que le programme qu'a présenté François Fillon, qui a été validé dans la primaire des Républicains d'une manière assez spectaculaire, ne vous convient pas? Oui, mais il dit lui-même d'ailleurs que ce programme n'est pas totalement détaillé. En tout cas, il ne me suffit pas. Il ne dit pas ça. Il dit je ne changerai pas. Excusez-moi, il ne me suffit pas. Ce n'est pas vrai. Je vous le dis sur la sécurité sociale. Par exemple, on va l'amplifier, je pense, sur l'environnement. Je pense qu'il y a des nouveaux droits sociaux dont on pourrait discuter, comme la participation dans l'entreprise, que le gouvernement actuel a massacré en multipliant les taxes dessus, comme la dépendance, qui est un problème pour des millions de Français. On sait bien, et François Fillon l'a dit lui-même, que tout dans son programme n'était pas détaillé. C'est le travail que nos équipes sont en train de faire pour voir comment amplifier ce programme et donc y inclure aussi les idées des centristes. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez ne pas le soutenir si vous n'obteniez pas satisfaction sur ces discussions? Aujourd'hui, c'est pas le sujet, il n'y a pas de chantage. Si, c'est le sujet. Non, vous dites, en tout cas, je ne sais pas si c'est le sujet. C'est votre sujet. C'est la question. C'est votre sujet. C'est la question. La réponse, vous dites la ce programme il n'y a ne pas me de notre suffit part. pas. Laissez-moi y répondre. Il n'y a pas de notre part de chantage. Je dis simplement la chose suivante. Il n'y aura pas. Il y a eu une victoire de François Fillon dans la primaire de la droite et du centre. On a dit que cette victoire était très à droite. Sauf que maintenant, c'est la présidentielle et on ne parle plus qu'aux gens de droite, mais à l'ensemble des Français. Et en parlant à l'ensemble des Français, il n'y aura pas de victoire sans que des millions d'électeurs qui se sentent proches du centre, sans que les idées, les valeurs qu'ils portent et que nous pouvons représenter soient prises en compte. Et cette discussion-là, elle est légitime. Elle se fait d'ailleurs dans d'autres familles politiques. C'est pourquoi je vous pose la question. Et elle est légitime. Évidemment qu'au début d'une discussion, vous n'avez pas la conclusion automatique de cette discussion. Je pense d'ailleurs que avec les équipes de François Fillon et les équipes de l'UDI, certains se rendent compte qu'il y a tel ou tel aspect du programme qui pourrait, comment dirais-je, être amélioré. La question lui, n'est pour pas l'instant, pardon Jean-Michel, pour l'instant, ne lui dit pas ça, François Fillon. Il dit j'ai été élu sur ce programme à la primaire, donc je reste sur ce programme. Et c'est ce qu'il a dit noir sur blanc. C'est ce qu'il dit quand on parle de la sécurité sociale. C'est ce qu'il dira ce soir de nouveau sur TF1. Est-ce que c'est ce qu'il dit quand on parle de la sécurité sociale? C'est le seul aspect sur lequel il accepte de bouger. Je ne le crois pas. Je vous dis que sur l'école, sur l'environnement, sur les droits sociaux. Pardon? L'environnement, vous pensez à quoi? Sur l'environnement, le fait que la France a signé évidemment un engagement à Paris en termes climatiques, que M. Trump veut le remettre en cause et que donc il est nécessaire que le gouvernement français, le président de la République française future, défende d'abord l'accord de Paris et puis fasse en sorte... Ça, il n'y a pas de doute. Ouais, non, si, il y a un doute. C'est fasse en sorte... Doute. Ah oui, non, mais François Fillon n'est pas tenu pour la COP 21. En fonction de celui ou de celle qui sera élu, il y aurait un doute. Attendez, si je peux permettre. Je ne parlais pas de François Fillon, je dis simplement qu'une fois que vous avez... Monsieur Apathy, je dis une fois que vous avez pris l'engagement de respecter la COP, il y a tout un tas de mesures à le faire. Je vous rappelle quand même que le Grenelle de l'environnement a été réalisé par Jean-Louis Borloo, sous l'égide d'un Premier ministre qui s'appelait François Fillon. Simplement, il y a de nouvelles étapes à franchir. Il n'avait pas beaucoup détaillé ce qu'il pensait en matière d'environnement dans cette affaire. Nous sommes en train d'y travailler. Je vous parlais de l'école tout à l'heure. Nous souhaitons, je ne sais pas si cette idée sera retenue, mais je la pose sur la table, nous souhaitons que l'école devienne obligatoire à 3 ans, tout simplement parce que vous avez un petit pourcentage d'élèves qui aujourd'hui ne vont pas à l'école, alors que l'intégration sociale, l'intégration éducative, l'intégration républicaine est nécessaire. De votre point de vue, Jean-Christophe Lagarde, le programme de François Fillon est en chantier. Il n'est pas terminé. Je pense qu'il est en chantier. Mais il le dit lui-même. Excusez-moi. Non, il ne le dit pas. C'est vous qui le dites. Mais lui ne le dit pas. Monsieur Apathy, je suis désolé. Quand j'échange avec lui, et il ne parle pas de changer son programme, il y a quelques grandes lignes présidentielles qu'il a posées dans un livre, puis dans un second. Extrêmement détaillé qu'il a présenté. Puis dans un second. C'était pas des grandes lignes. Je voudrais terminer ma phrase si je suis invité pour ça. Il y a un certain nombre de grandes
lignes présidentielles. Et ces lignes présidentielles, pour l'essentiel, nous les partageons. La réalité, c'est que faire du travail une priorité pour faire en sorte qu'on retrouve le plein emploi comme des tas de pays dans notre entourage proche ou de pays comparables aux nôtres. Faire en sorte que le déficit de l'État soit réellement drastiquement réduit, ce que les centristes demandent depuis 20 ans, y compris quand d'autres gouvernaient, tout simplement parce qu'il faut arrêter de refiler nos factures à nos enfants. Nous ne pourrons plus nous en sortir comme ça. Faire en sorte qu'on remette de l'autorité dans l'État après 5 années où elle a été tant bafouée est une nécessité. Donc les grandes lignes du programme présidentiel. Mais quand je vous parle de l'école, par exemple, j'y reviens, pardon, je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup entendu ce que disait François Fillon sur l'école pendant la campagne de la primaire. Quand je parle de l'école, nous souhaiterions aussi, vu les circonstances que nous connaissons, qu'on puisse enseigner ce qu'est la laïcité à l'école et aussi le fait religieux, pour faire en sorte de créer de la citoyenneté dès le plus jeune âge. Oui, c'est très marginalement, en tout cas pas tel que nous souhaiterions le faire. Pardon, l'enseignement des religions, non pas de la foi religieuse, mais des faits religieux, de leurs similitudes par exemple, parce qu'il y a des similitudes dans les religions, et quand il y a des gens qui cherchent à créer des guerres de religion, c'est peut-être pas idiot de l'expliquer aux enfants à l'école. Est-ce que vous excluez aujourd'hui de soutenir un autre candidat ? Parce que ce qu'on sent, c'est qu'à la fin de vos discussions, de toute façon, vous soutiendrez François Fillon. Vous êtes un peu prisonnier de la situation. Vous savez, je ne suis pas prisonnier, et je pense qu'il y a un mois, vous expliquiez que le vainqueur de la primaire était entré quasiment à l'Élysée. Il se trouve que depuis un mois, on ne peut pas dire que c'est le sentiment que ça ait donné, et que je crois... C'est les mauvais commentateurs qui disent ça, non, ça ne vous arrivera jamais, monsieur Apathy. Et je crois que la présidentielle est extrêmement ouverte. Je pense que François Fillon, au lendemain de la primaire, je l'ai rencontré, et il se trouve qu'il avait déjà à l'esprit que rien n'était joué, rien n'était gagné, et qu'il allait falloir, de sa propre expression, compléter, amplifier son programme pour faire une présidentielle et plus une primaire. La différence entre la présidentielle et la primaire, c'est ça. Vous excluez de soutenir un autre candidat ? Oui, je ne vois pas pourquoi on soutiendrait un autre candidat, mais je peux vous assurer que si ce candidat venait à ne pas tenir compte d'un certain nombre d'idées des centristes, il perdrait des électeurs et du coup, il se mettrait en danger pour l'élection présidentielle. Et cette discussion reprend dans 90 secondes. Voici Victor Matet sur France Info. L'optimisme de François Hollande lors de sa dernière étape en Irak hier dans le Kurdistan. La bataille de Mossoul pourrait s'achever avant l'été, estime le président français. Mossoul est le dernier bastion de Daesh en Irak. Aucun détail donné par la police israélienne après l'interrogatoire de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, entendu pendant 3 heures hier soir à sa résidence de Jérusalem. Il est soupçonné d'abus de confiance après avoir reçu, d'après plusieurs médias, des cadeaux illégaux de la part d'hommes d'affaires. En France, ces deux-là ne se font pas de cadeaux. Manuel Valls et Vincent Peillon, candidats à la primaire de la gauche des 22 et 29 janvier. Chacun présente ce matin les grandes lignes de son programme. Manuel Valls ne proposera pas un catalogue de promesses et de milliards, dit sur France 2 son directeur de campagne Didier Guillaume. L'Uvestérol D, à base de vitamine D, est-il à l'origine de la mort d'un bébé de 10 mois fin décembre ? Des investigations sont en cours, explique l'Agence de sécurité du médicament, qui pointe les dangers d'utilisation de ce médicament depuis 10 ans. L'Uvestérol D est utilisé tous les jours par des millions d'enfants. La rentrée des classes après 2 semaines de vacances, le collectif Touche pas à Mazep a choisi de ne pas attendre pour manifester. Appel à la grève pour les enseignants des lycées d'éducation prioritaire. Objectif, conserver leurs moyens supplémentaires. Plusieurs rassemblements à Paris. Le rendez-vous est fixé à 14h, place de la République. France Info. Et c'est Jean-Christophe Lagarde qui est avec nous ce matin dans l'émission politique sur France Info. Question Gilles Bronstein. Oui, François Fillon, dans son programme, propose de réduire de 500 000 le nombre des fonctionnaires, y compris le nombre des fonctionnaires des collectivités locales. Vous êtes, vous, maire de Drancy. Quelle part pouvez-vous prendre à cette réduction du nombre de postes de fonctionnaires ? Moi, je ne crois pas que ça soit faisable en 5 ans. Je peux concevoir que ça se fasse en 10 ans, parce que grosso modo, 250 000 par quinquennat est possible. Je ne pense pas que ce soit possible en 10 ans. Ça fait partie de discussions ou de clarifications, parce que, très franchement, il y a des chiffres qui sont des gros chiffres, 1 million 100 000 personnes. C'est un élément phare du programme de François Fillon. C'est un élément, mais moi, je peux... Et vous dites que ce n'est pas réaliste. Je ne veux pas qu'on crée de déception, et je pense d'ailleurs que c'est un objectif plus qu'un engagement, et je pense que le délai, en tout cas, doit être posé sur la table. J'ai lu, ici et là, sous la plume d'un certain nombre de vos confrères, que c'est une réflexion qui existe aussi dans les équipes de François Fillon, parce que quand on rentre sur les fins de contrats publics ou sur les personnes qui arrivent à la retraite, il y a des secteurs d'abord où je ne vois pas comment on ne réembauchera pas.
je pense à la police, je pense à l'armée, je pense à un certain nombre de secteurs comme les hôpitaux. Et puis, il y a dans les collectivités locales des difficultés réelles. Vous avez des fins de contrats publics dans des domaines où, par exemple, on garde les enfants. Donc, je ne crois pas qu'on puisse faire un calcul mathématique. 250 000 à 300 000 par quinquennat, c'est réalisable. L'objectif de 500 000 sur 10 ans pour rétablir des comptes publics et éviter de refiler nos factures à nos enfants comme nous le faisons depuis 30 ans, oui, ça me paraît réaliste. Il ne vous a pas échappé, Jean-Christophe Lagarde. C'est dommage, on aurait pu vous le diffuser, que dans le débat de l'entre-deux-tours, c'est précisément ce que dit Alain Juppé à François Fillon. Il ne vous a pas échappé que je soutenais Alain Juppé. Et François Fillon lui répond, c'est pour ça que je suis candidat, pour mener un vrai programme et pas des demi-mesures. Là-dessus, François Fillon ne changera pas. Ou s'il change, il se renie. Moi, vous le savez comme je ne vais pas expliquer comment on fait. Vous ne pouvez pas projeter un changement de François Fillon qui ne correspond à aucune réalité. Je ne vais pas... D'abord, je ne le projette pas. Je lis que dans ces équipes, on est en train de travailler là-dessus pour voir comment c'est... comment dirais-je, réalisable dans le temps. Est-ce que c'est un objectif dans le temps et quel est le terme de ce temps? Je pense en plus, ils l'ont dit, qu'il y aurait une négociation avec les syndicats aussi, parce que vous avez des secteurs, je répète, la police. Excusez-moi, la police, comment vous faites pour n'embaucher personne pendant 5 ans? Non, mais ça, voilà. D'accord, mais François Fillon me dit, moi je le ferai. On ne sait pas d'où vous sourcez le fait que François Fillon puisse changer d'avis. Il sera ce soir. Je lis dans des articles, je lis dans des articles que ses propres équipes sont en train de se dire que le délai était sans doute la clé. L'objectif de 500 000, il est réaliste. Pourquoi avait-il été fixé d'ailleurs, de mon point de vue? C'est parce que c'est exactement ce que nous avons gagné en nombre de fonctionnaires, gagné si j'ose dire, au cours de ces dernières années. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait une autre question qui soit posée sur la table, qui est une question sérieuse. Oui. Est-ce que toutes les fonctions publiques méritent le statut de la fonction publique? Le statut de la fonction publique, c'est un statut qui a été créé pour protéger les fonctionnaires de pression. Je pense aux magistrats, aux policiers, aux enseignants. Mais quand vous êtes agent dans une cantine scolaire, pour reprendre la question qui m'était posée tout à l'heure, et que vous êtes dans une entreprise privée parce qu'on vous a délégué ou que vous êtes employé communal, vous n'avez pas les mêmes statuts et les mêmes droits, alors que vous êtes payé par le même argent public, que vous servez les mêmes enfants et que vous avez le même patron, on a le droit de se poser la question. Mais, Monsieur Lagarde, pour être précis pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, ça, quand vous avez vu pour la dernière fois François Fillon, vous lui avez dit tout ce que vous êtes en train de nous dire là? Mais moi, j'assume totalement. Vous l'avez vu pour la dernière fois? Vous l'avez dit? Je ne sais pas, il y a 15 jours, 3 semaines. Et vous lui avez dit les yeux dans les yeux, comme vous êtes en train de nous le dire? Sur les fonctionnaires, je ne sais pas comment on fait. Donc, je ne sais pas comment on fait. Vous l'avez dit? Vous l'avez dit? Sur les fonctionnaires. Est-ce que vous lui avez dit? Je viens de vous le dire. Vous lui avez sur dit les ça? Fonctionnaires, je ne sais pas comment on fait. Vous lui avez dit? Pendant 5 ans, je pense que c'est réalisable en 10 ans. Et il a dit quoi? Et d'ailleurs, honnêtement, il vous a répondu ce que vous avez comment dirais-je, perdu de vue, c'est que quand vous commencez à réduire le nombre de fonctionnaires, c'est en réalité une boule de neige. C'est-à-dire que les économies de la première année ne sont pas très importantes, la 5e, c'est très important. Mais il vous a répondu là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a répondu. Ah, c'est dommage. C'est quand même dommage. Non, parce que je ne suis pas sûr que vous m'ayez invité au petit déjeuner, simplement pour raconter des conversations privées avec mon président. Et je suis sûr, que vous l'inviterez pour lui poser la question. Attendez, moi j'ai une subsidiaire du coup pour essayer de reformuler. Est-ce que c'est un casus belli? Non, s'il reste sur ces 500 000 fonctionnaires, je dis simplement que ce rythme-là, moi, je ne sais pas comment on peut le tenir, parce que je pense, pour reprendre votre question initiale dans les collectivités locales, que vous, à Drancy, vous ne pouvez rien supprimer du tout. Je peux évidemment, mais on le fait déjà. La seule chose, c'est que je ne peux pas à ce rythme-là, c'est pas possible. Si ce soir François Fillon, il sera au 20h de TF1, dit non, moi je maintiens l'objectif 500 000 fonctionnaires pendant le quinquennat. C'est les Français qui auront à juger de savoir si c'est réalisable. Mais vous dites je vote quand même. Je continue à vous dire que c'est un élément du programme. Vous voulez le prendre ce matin comme le plus important des éléments des programmes. Je ne dis pas que c'est pas important. Je dis pour le compte que, à mon avis, ça doit se réaliser dans un temps plus long. Vous dites un élément du programme, très bien. Est-ce que pour autant on doit diminuer la dépense publique, libérer le marché du travail, remettre de l'ordre dans l'État et de l'autorité dans l'État? Oui. Et donc, vous savez, je ne trouverai jamais un candidat qui partage la totalité, ou dont je partage la totalité des propositions. Il se trouve que, très franchement, quand je vois les candidats qui sont en train de se bousculer à gauche, quand je vois les deux candidats d'extrême droite et d'extrême gauche qui se présentent, François Fillon me paraît la solution la plus sensée, la plus raisonnable et aussi la plus ambitieuse pour la France. Autre élément du programme, le cumul des mandats, puisque donc la suppression du cumul a été décidée par l'actuelle majorité. Première question, qu'allez-vous choisir, vous, entre votre mandat de député et votre mandat de maire de Drancy? Je prendrai ma décision en avril ou en mai. Est-ce que vous pensez que François... en mai, c'est très tard ça. Oui, alors. Vous n'êtes pas candidat aux législatives? En avril je ou en mai, serai candidat ou pas, je déciderai en avril ou en mai en fonction Mais avant l'élection
Oui, la présidentielle. Avant l'élection présidentielle, j'en sais rien. Mais vous savez, ça sera assez. Non, justement, ça sera sans doute assez lié à l'ambiance politique. Être à l'Assemblée nationale n'a de valeur en réalité que si c'est pour y apporter quelque chose. Et si je pense que les choix faits entre guillemets par le peuple français, j'ai pas grand-chose à y apporter à ce moment-là. Vous dites pas ça parce que vous imaginez que vous pourriez être ministre. Pardon, j'ai mauvais esprit. Vous n'avez pas mauvais esprit, mais la question, elle ne se pose pas comme ça. Bien. Alors, je vais vous dire ce que je pense profondément. Si ça pouvait vous intéresser, je vais vous dire ce que je pense profondément. Cette loi est une grosse ânerie démagogique. Voilà. C'est une stupidité sans nom. C'est une stupidité sans nom qui va créer à l'Assemblée nationale une assemblée d'apparatchiks qui vont peu à peu être très éloignés de leur territoire. C'est les Britanniques et les Allemands, c'est comme ça. Je pense, oui, ce sont des élections. Chez les Allemands, ce sont des élections à la moitié, à la proportionnelle. Chez les Allemands, et c'est un État fédéral. Il y a des détails qui vous ont échappé. C'est-à-dire que le pouvoir national, en l'occurrence, est extrêmement faible. Il se trouve en Grande-Bretagne, vous avez un système qui, pour le compte, est bipartisan avec une élection à un tour. C'est pas du tout la même chose. Ne faites pas des analogies parce que vous le savez, Monsieur Apathy, mais pour le compte, vos auditeurs ne le savent pas. Il se trouve que je pense qu'on va faire une assemblée de déracinés. Il faut revenir sur cette grosso modo, ça va être les partis politiques, peut-être pas à ce mandat-là, mais au mandat d'après, qui décidera qui est élu député ou pas, alors que jusqu'à présent, il devait tenir compte, et on en sait quelque chose, des réalités locales. Mais c'est comme ça. Et je pense que personne ne reviendra sur cette loi pour une raison simple, c'est qu'un président de la République qui viendrait d'être élu et qui dirait « je rétablis le cumul des mandats » ne pourrait plus gouverner d'abord. Si c'est une ânerie, et d'ailleurs, c'est une ânerie, et il n'en reste pas moins. Revenir sur une ânerie. Vous pouvez en être le partisan, j'ai le droit de penser que c'est une ânerie. Je pense que c'est une ânerie, et que vous ne pouvez pas commencer un mandat présidentiel en disant on met fin à ça, parce que les Français n'écouteraient plus rien du reste. Les Français, ils sont sur ce sujet-là dans une situation paradoxale, où ils considèrent que le cumul des mandats, en règle générale, c'est mal, mais pour leur élu, qui est député et maire, etc., c'est bien. Voilà. Et donc, si vous commencez ce débat-là au lendemain d'une présidentielle... Vous êtes sûr de ça ? Alors que le chômage, que le chômage est une priorité absolue, alors que le redressement des comptes publics est une priorité absolue, alors qu'on a besoin, effectivement, je le répète pour la troisième fois, de remettre de l'ordre et de l'autorité dans l'État, vous ne pouvez pas commencer par ça, même si cette loi est une imbécilité démagogique que M. Hollande a fait adopter. Et on y reviendra dans un instant. Dans 90 secondes, exactement, il est 8h50. Et voici Victor Mattei. En Turquie, l'enquête se poursuit. Toujours aucune trace du terroriste d'Istanbul. 39 morts dans une discothèque le soir du Nouvel An. Mais des empreintes ont été relevées et des photos de vidéosurveillance sont diffusées. En France, le décès d'un nourrisson fin décembre à Paris après avoir avalé une dose d'Uvestérol D, un médicament très courant à base de vitamine D. Des investigations sont en cours, explique l'Agence nationale de sécurité du médicament qui insiste depuis 10 ans sur les risques de ce produit. Sur France Info, un pédiatre francilien explique en effet que l'usage d'une pipette peut créer des étouffements ou des fausses routes. Une mobilisation ce matin devant le siège d'Uber à Paris. Les chauffeurs VTC reprennent leur mouvement après la parenthèse des fêtes. Ils demandent à être mieux payés. Aucun blocage de la circulation n'est a priori programmé. Dans les Hautes-Pyrénées, la qualité de l'air ne devrait pas s'améliorer dans les prochains jours. Résultat, la procédure d'alerte pollution est maintenue jusqu'à ce soir au moins. C'est le 3e jour d'affilée. Une concentration exceptionnellement élevée en particules fines, surtout à Lourdes et à Tarbes. Les négociations de paix verront-elles le jour en Syrie? De très nombreux groupes rebelles annoncent la suspension de leur participation à la conférence prévue fin janvier au Kazakhstan. Ils dénoncent la violation de la trêve par le régime avec des bombardements dans la région de Damas. Et puis à Valparaiso au Chili, 50 hectares de forêt brûlés ainsi qu'une centaine d'habitations. Incendie spectaculaire sur l'une des collines de la ville portuaire. Près de 500 personnes ont déjà dû évacuer. France Info. Et la dernière partie de l'émission politique avec Jean-Christophe Lagarde. Ce matin, question Jean-Michel Apathy. Pensez-vous que François Bayrou sera candidat à l'élection présidentielle? C'est à lui qu'il faut poser la question. Je ne sais pas si ça... C'est un problème pour François Fillon. Ça peut lui prendre quelques voix, quoi. Je ne le crois pas franchement, mais... Vous parlez de l'électorat centriste. Si Bayrou est candidat... Oui, l'électorat de François Bayrou est sans doute protéiforme, et donc je pense que ça y prendrait aux uns aux autres. Comme vous savez, à l'époque, je me souviens qu'il prenait aussi à l'extrême droite. Donc, c'est pas un problème. C'est pas le sentiment que ça me donne, parce que l'espace politique de François Bayrou aujourd'hui et son message, c'est quoi? Il faut lui poser la question à lui. Je vous invite à le faire. Et vous parlez plus? Non, mais j'ai pas besoin de lui poser la question, parce que... J'ai pas bien compris la démarche de ces derniers mois. Voilà. Emmanuel Macron, c'est un souci?
Je pense que c'est un souci d'abord pour la gauche, parce que François Hollande, tel qu'il a organisé son calendrier, tel qu'il a fini par se faire mettre dehors par ses propres amis, crée une situation où la primaire de la gauche se déroule en 3 semaines, pour dire les choses, pour échanger des idées, c'est pas vraiment très pratique. Cependant qu'Emmanuel Macron a décidé de s'en extraire. Et du coup, beaucoup de gens à gauche tournent les yeux vers Emmanuel Macron plus que vers la primaire. Mais c'est aussi un sujet, à mon avis, pour la droite et le centre, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, j'oserais dire qu'il réunit essentiellement les déçus des uns et des autres, voire les désespérés. Et c'est d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de la discussion en cours avec François Fillon, oui, mais vous avez beaucoup de gens, par exemple, qui ne votaient plus depuis longtemps, qui ne se sont jamais engagés. Donc, il y avait des gens qui étaient déçus des autres, si vous pouvez accepter cette formule. Vous, Monsieur Lagarde, vous intéressez quand même à un moment Emmanuel Macron. Je vais y revenir si vous voulez. Et il se trouve que je recommanderais vivement à la droite et au centre de ne pas faire en sorte de faire plus de déçus ou plus de désespérés, parce que ça alimenterait, entre guillemets, la machine. Quand vous me dites intéressé, non, moi je suis parti du principe que quelqu'un de gauche qui quittait son gouvernement, qui critiquait le gouvernement que je combattais, et le président de la République que je combattais, et qui acceptait de parler d'un certain nombre de choses, ça valait la peine d'en parler. J'ai parlé. C'est parce que vous étiez déçu ou désespéré? Non, ni l'un ni l'autre. Mais il se trouve que je vois des choses qui peuvent être toujours des idées intéressantes. Excusez-moi, quand il disait lui-même, ce que j'évoquais à l'instant, que le statut des fonctionnaires ne doit pas être automatiquement lié à un emploi public, ça me paraît logique, et c'est la fin d'une hypocrisie que tous les gouvernements de droite et de gauche ont pratiqué. Quand il explique qu'il faut augmenter la CSG pour améliorer le salaire, non seulement je suis en désaccord, mais en plus je pense que c'est une erreur fondamentale. Gilles Blanchard. Je voudrais qu'on écoute un extrait désormais célèbre du 20h de France 2 du 7 décembre. C'est un dialogue dans un café où les femmes ne sont pas franchement les bienvenues. Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi? Ici, il y a que des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous? Moi, c'est pour vous. Voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Est-ce que c'est normal? À Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. C'est dans le 93. Et alors, le 80... Et alors à Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme anglais. C'est à Sevran, ça existe aussi à Drancy. Ça existe dans la République, ce genre d'endroit? Je ne crois pas que ça existe à Drancy. Je ne fréquente pas tous les cafés de Drancy, donc j'espère que ça n'existe pas. C'est évidemment condamnable, anormal. Ce n'est pas le seul fait qui est anormal. Vous pouvez vous retrouver dans certains magasins avec exclusivement des gens dont l'apparence, le port de l'habit religieux est visible. Je parle des employés, donc il y a une ségrégation à l'embauche, parce que sinon ça ne pourrait pas se produire comme ça. Sur des bases religieuses. Et c'est quand je parlais tout à l'heure de l'enseignement de la laïcité et du fait religieux à l'école, c'est une facilitation ensuite de l'action de la République qui doit interdire ça. On n'a pas à interdire l'accès en fonction du sexe. On n'a pas à recruter en fonction de la religion. La religion, de mon point de vue d'ailleurs, n'a rien à faire au travail. Il y a eu un débat il y a quelques mois là-dessus à propos de la loi El Khomri. Je pense qu'on n'est pas allé assez loin. Je m'exprime à titre personnel et pas au nom de mon parti politique sur ce point-là, parce qu'on a un débat en interne. Mais je pense que la religion n'a rien à faire au travail. Quand vous arrivez au travail, vous laissez vos problèmes personnels. Vous laissez aussi vos convictions religieuses au vestiaire, si j'ose dire. Voilà, il y a eu des difficultés, y compris dans mon département, par exemple à Aulnay-sous-Bois. On ne l'a jamais dit, mais une partie de la fermeture de PSA était liée aussi à l'omniprésence religieuse et au fait qu'il y avait des exigences religieuses dans le travail, d'arrêt de travail, de baisse de productivité. Et dans le choix de PSA de fermer Aulnay, il y a eu aussi cet aspect-là. Sur certaines lignes RATP, ça existe aussi. Et donc, il y a besoin de remettre de la République, mais pour remettre de la République, contrairement à ceux qui sont des forts en gueule et qui viennent taper du poing sur la table devant un micro pour ensuite aller se coucher, il faut d'abord expliquer comment ça marche, c'est pour ça que je parle de laïcité et de fait religieux à l'école, et ensuite appliquer la République. Premier tour de l'élection présidentielle, 22 avril, ce soir, François Fillon sur TF1. Merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir accepté l'invitation de France Info. Nous voulions garder une petite minute pour revenir sur une interview qui s'est produite donc à France Info. Arnaud Montebourg était notre invité, c'était le 7 décembre. Nous l'invitions tous les quatre, mais il ne nous avait pas vus tous les quatre. Arnaud Montebourg, le 7 décembre. Je défends. Si vous me le permettez, vous êtes 3, je suis seul, laissez-moi une chance. 4, pardon, puisque madame présente. Elle est tout à fait là. Pourquoi seriez-vous d'ailleurs excepté? Mais pourquoi Pas du tout. Et donc, hier soir, invité de France 5 dans l'émission C'est à vous, Arnaud Montebourg est revenu sur cet épisode avec tout de même un argument un peu curieux. Nous écoutons Arnaud Montebourg hier soir.
C'était très maladroit, mais en fait, c'est parce... Enfin, en tout cas, moi, dans mon esprit, il y a eu 2 parties d'émission. La première partie, elle n'était pas là, elle est arrivée après. Et donc, ils se sont acharnés sur moi. Ils étaient 3, j'étais seul. Vous n'étiez pas là dans la première partie de l'émission. Mais si on me l'avait dit. Mais si on me l'avait dit. Il faut venir au début. Il faut venir au début. Mais tout de suite. Est-ce que je peux témoigner d'une chose d'abord, c'est que vous étiez là dès le début de l'émission, en tout cas aujourd'hui. Et vous pouvez peut-être témoigner que moi, j'ai fait cas de votre présence, puisque j'ai remarqué que vous étiez la seule voix féminine dans cette émission. Voilà, on n'en veut pas, Arnaud. On voulait lui faire ce petit clin d'œil. Nous sommes 4 dans cette émission dès le début. Allez, vous voulez qu'on le fasse à l'américaine? Mon nom est Fabienne Synthès et vous êtes sur France Info. Passez une bonne journée.